Bonjour à tous. Dans cette séance, après avoir vu la première révolution anglaise, on va voir les événements qui se sont déroulés ensuite, avec la mise en place d'une république, expérience très courte, la restauration, puis une nouvelle révolution, ce qu'on appelle la glorieuse révolution. Avant de commencer, je voudrais revenir sur un élément. On parle de la première révolution anglaise, puisque effectivement il y en a eu plusieurs, à commencer par la glorieuse révolution que nous allons voir aujourd'hui. Mais cette première révolution anglaise, on la découpe en plusieurs temps. On parle de la première guerre civile de 1642 à 1646, c'est-à-dire cette période de conflit entre le Parlement et Charles Ier. Et on parle de deuxième guerre civile, lorsque le roi rompt les négociations avec le Parlement après sa reddition et s'allie aux Écossais, donc c'est la deuxième guerre civile en 1648 jusqu'en 1649. Et finalement, on parle d'une troisième guerre civile de 1649 à 1651, donc c'est après l'exécution du roi, et c'est donc une guerre entre les Anglais et les Irlandais qui se sont révoltés profitant du chaos et de ce contexte de guerre civile. C'est une petite précision que je vous apporte puisqu'on m'a posé la question, mais c'est beaucoup plus important de retenir que la première révolution anglaise c'est un moment de rupture très fort en Europe, où on exécute le roi en 1649, plutôt que d'apprendre bêtement par cœur les dates de toutes les étapes qui constituent ce conflit. Rappelez-vous donc de ce que nous avons vu précédemment, la première révolution anglaise, c'est un conflit entre le Parlement qui va lutter contre l'absolutisme qu'essaye de mettre en place Charles Ier. Un conflit, une rébellion, une guerre civile qui aboutit sur une révolution, puisque le Parlement et tous les opposés au roi vont finir par exécuter Charles Ier. Il faut bien distinguer une rébellion, une révolte, qui est un mouvement de protestation, donc de rejet face à une loi, face à des ordres de l'autorité. Donc là, en l'occurrence, à la base, c'était des rébellions, on s'opposait aux lois absolutistes de Charles Ier. Et puis, il y a la révolution. La révolution, c'est quand on renverse un gouvernement. Donc, c'est quand on a mis fin à la monarchie en exécutant Charles Ier. Suite à cette exécution, il règne un certain chaos dans la ville de Londres et de manière générale dans le royaume. Comme bien souvent dans un contexte anarchique, ce sont les forces militaires qui vont prendre le pouvoir. Oliver Cromwell lay buried and dead. Hee-haw, buried and dead. Le général Oliver Cromwell, qui est à la tête de la New Model Army, rappelez-vous, l'armée qui a combattu pour le Parlement contre le roi, qui va prendre le pouvoir. Oliver Cromwell va fonder une république, le Commonwealth d'Angleterre. Attention à ne pas confondre le Commonwealth d'Angleterre, qui est donc une république qui est mise en place sur tout le Royaume-Uni, Irlande, Écosse, Pays de Galles et Angleterre, avec le Commonwealth qui a été établi au XXe siècle, qui correspond à une coopération entre les pays anciennement colonisés et le Royaume-Uni. Pour résumer la situation, il faut imaginer que Oliver Cromwell il prend le pouvoir face aux hésitations des membres les plus modérés du Parlement. Oliver Cromwell, c'est vraiment un radical. C'est vraiment un puritain très radical. Le Commonwealth d'Angleterre, c'est censé être une république dans laquelle Oliver Cromwell serait le protecteur, le Lord Protecteur, donc le dirigeant de l'État concrètement. En fait, elle n'a de république que le nom. C'est-à-dire que finalement, c'est un régime qui est bien plus autoritaire que la monarchie parlementaire qui existait avant, puisque Oliver Cromwell va réduire le nombre de parlementaires. Les membres de ce gouvernement qui est réduit, ce sont en fait que des partisans d'Oliver Cromwell, que des anciens membres de la New Model Army. Et donc en fait, il a mis tous ses partisans, tous les gens qui croient en son projet, qui le soutiennent, au poste de parlement. Donc en fait, c'est vraiment un instrument du gouvernement, et donc il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc on a un effet paradoxal où l'exécution du roi va provoquer la mise en place d'un régime où on n'a pas de contre-pouvoir. Cette période, elle s'étend de 1649 avec l'exécution du roi jusqu'en 1660, donc peu après la mort d'Oliver Cromwell. Donc pendant ce règne autoritaire, Oliver Cromwell qu'on va trouver devant Westminster, donc qui est vraiment un personnage très important de l'histoire anglaise, il va surtout se démarquer par justement son côté radical, avec notamment des massacres pour punir la rébellion en Irlande. Le massacre de Drogheda en 1649, où en fait on va voir les troupes de Oliver Cromwell, qui est représenté ici, qui vont massacrer les femmes, les enfants,
Donc là, vous voyez les vieillards, on représente le côté atroce. Alors bien sûr, vous vous doutez que cette représentation, elle a pour but d'encourager un portrait assez négatif d'Oliver Cromwell, comme un monstre tout simplement. Finalement, Oliver Cromwell, il apparaît donc comme un nouveau roi. Il reprend tous les codes de la monarchie. Donc là, on peut voir des pièces sur ces monnaies. Donc Oliver Cromwell, en fait, il est encore plus tyrannique que Charles Ier. Et donc, ça va avoir le contre-effet de vouloir restaurer la monarchie à la mort d'Oliver Cromwell. C'est ce qui va se passer, puisque à la mort d'Oliver Cromwell, c'est son fils qui hérite de son titre de Lord Protector, mais son fils n'ayant pas la même carrure que lui, il va vite être mis de côté, arrêté, puis exécuté. Et on va avoir une restauration de la monarchie avec une répression très 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 forte de tous les partisans d'Oliver Cromwell, avec notamment le fait qu'on va sortir le cadavre d'Oliver Cromwell, on va le décapiter, on va mettre sa tête sur une pique et on va laisser exposer à Londres pour rappeler à tous ce qui arrive lorsqu'on fait un régicide, donc lorsqu'on s'attaque au roi et qu'on détrône la monarchie. Avec cette frise chronologique, reprenons l'enchaînement des événements. Après la première révolution anglaise de 1642 à 1649, on a donc l'exécution de Charles Ier et la mise en place du Commonwealth d'Angleterre par Oliver Cromwell. Ce dernier meurt en 1658 et son fils est destitué en 1660. C'est donc après cette période ce qu'on appelle la Restauration, c'est-à-dire qu'on va demander à Charles II, donc le fils de Charles Ier, de venir prendre le trône d'Angleterre, mais bien sûr en respectant le Parlement, puisque effectivement la Restauration c'est un soulagement pour le peuple d'Angleterre qui a été fatigué de la tyrannie d'Oliver Cromwell et du pouvoir des radicaux. Ce qu'on attend de Charles II, c'est de la coopération, on ne veut plus d'un monarque absolu. C'est ce que Charles II va faire puisqu'il va se montrer coopératif, avoir un retour en arrière par rapport à ce qu'avait réussi à acquérir comme pouvoir Charles Ier. Malgré les efforts de Charles II pour coopérer avec le Parlement, il va y avoir des conflits entre le Parlement et le roi. Le roi Charles II va donc avoir recours à de nombreuses arrestations qui ne sont pas justifiées, des arrestations contre des opposants politiques principalement. Face à ces arrestations, le Parlement va publier une loi, l'Habeas Corpus, qui a pour but de limiter le pouvoir d'emprisonnement du roi. L'Habeas Corpus est voté en 1679 et il figure parmi les textes fondamentaux dans la Constitution de la liberté et des droits de l'homme du citoyen. À la page 200 de votre manuel, vous allez trouver donc cet extrait d'un texte qui est écrit par un des pères du libéralisme. Le libéralisme, c'est un courant politique où on met les droits des individus au premier plan. Donc c'est une nouvelle idée puisqu'avant on prônait surtout le bien commun et donc que l'individu était moins important que le bien commun, donc que l'État, que la société. Le philosophe et économiste Adam Smith enseigne à l'université de Glasgow. Il évoque l'Habeas Corpus devant ses étudiants. L'Habeas Corpus constitue une garantie importante contre l'oppression, car cette loi permet à toute personne d'obtenir un procès à un tribunal de Westminster dans les 40 jours, à condition d'être capable de s'y transporter. Avant cette loi, le conseil privé du roi pouvait mettre en prison n'importe qui, selon son bon plaisir, et le détenir à son gré, sans lui faire un procès. Aucun juge ne peut s'opposer à la loi sur l'Habeas Corpus, l'infamie et une forte peine le sanctionneraient. Jamais l'influence du roi ne pourra inciter un juge à enfreindre cette loi. En cas de rébellion, cependant, lorsqu'il est nécessaire d'emprisonner rapidement sans pouvoir organiser des procès tout aussi rapides, elle est généralement suspendue pendant 6 mois. Mais il ne sera jamais permis de la révoquer, car cela détruirait dans une grande mesure la liberté individuelle. Pour résumer, l'Habeas Corpus, c'est une loi qui vise à encadrer le pouvoir du roi, pour que le roi n'abuse pas de ce pouvoir en emprisonnant sans justification et sans procès ses opposants politiques ou toute personne. Donc en fait, on est dans un texte fondateur qui va poser les premiers droits des individus, à savoir le droit d'être jugé de manière équitable et sans que le roi ne puisse intervenir dans ce jugement. Donc le début de la Restauration marque une certaine domination du Parlement. Et Charles II est un peu en retrait face au Parlement. Seulement en 1685, Charles II décède. Il n'a pas de descendant légitime. C'est donc son frère Jacques II qui va accéder au trône. Seulement, Jacques II, il a une petite particularité qui pose
un grand problème à beaucoup de membres du Parlement et à beaucoup de sujets britanniques, c'est qu'il est catholique. Non seulement il est catholique, mais en plus, il est partisan d'un rapprochement avec la France. Il est très pro-français. Donc, ça fait beaucoup de problèmes pour le Parlement et pour les Anglais. Et comme Charles Ier qui regardait avec envie l'absolutisme qui se met en France, Jacques II essaye de concentrer plus de pouvoir. Il veut reproduire le modèle français et donc prendre le pouvoir du Parlement et le concentrer dans sa seule personne. Bien évidemment, ça ne va pas plaire au Parlement. Le Parlement qui a vu ce qui s'est passé précédemment avec Charles Ier. Et donc on a une réaction des élites anglaises qui va se concrétiser par un appel d'au secours, c'est-à-dire qu'ils vont appeler à l'aide Guillaume III d'Orange, le monarque protestant des Pays-Bas, afin de rétablir le protestantisme au Royaume-Uni et afin de restaurer le pouvoir du Parlement. Et donc, cet appel à l'aide, il aboutit sur ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution en 1688. C'est ce que nous allons voir très rapidement dans cette deuxième sous-partie, la Glorieuse Révolution et la naissance de la monarchie parlementaire. Jacques II, que nous avons ici, va donc être effrayé par l'arrivée de Guillaume III d'Orange, puisque ce dernier va monter une armée, monter une flotte extrêmement puissante et tout simplement envahir le Royaume-Uni. À l'arrivée de ces troupes très nombreuses et face au rejet de la noblesse anglaise, Jacques II va s'enfuir en France. Guillaume III d'Orange va donc s'installer à Londres. Il va se positionner en tant que médiateur entre le Parlement et le roi, en tant que protecteur du Royaume-Uni en l'absence d'un roi. Et sauf que le Royaume-Uni étant confronté à une vacance du pouvoir, il y a une grande inquiétude qui se développe chez les nobles, et bien que se reproduise ce qui s'est produit après l'exécution de Charles Ier, c'est-à-dire qu'un militaire prenne le pouvoir de manière autocratique. Donc, le Parlement va couronner Guillaume III d'Orange. Pourquoi il peut être couronné alors qu'il n'est pas anglais, c'est un Hollandais donc? Eh bien tout simplement parce qu'il est marié avec Marie II, c'est-à-dire la nièce de Jacques II. Puisque en effet, à l'inverse du modèle français, en Angleterre, une reine peut diriger. Les femmes sont prises en compte dans la succession royale. La preuve en est avec Élisabeth Ier ou aujourd'hui Élisabeth II. Ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, ce n'est donc pas un soulèvement du peuple contre la monarchie. C'est le renversement d'une dynastie par une autre dans un contexte de conflit entre le Parlement et le roi. Et ça va aboutir sur un gain de pouvoir par le Parlement, puisque le Parlement va négocier le couronnement de Guillaume III d'Orange contre des nouvelles lois qui vont restreindre le roi. C'est-à-dire que le Parlement va publier un ensemble de lois tout au long des années de règne de Guillaume III d'Orange qui vont contrôler le pouvoir du roi et qui vont renforcer le pouvoir du Parlement. C'est pour ça qu'on peut dire que la Glorieuse Révolution, c'est vraiment un moment de renforcement très fort du pouvoir du Parlement. Cela s'explique en partie par la nationalité étrangère de Guillaume III d'Orange, mais aussi par ces nombreuses guerres qui font que le roi est obligé d'accepter les négociations que font le Parlement pour que le Parlement accepte les impôts et lui fournisse de l'argent et des soldats pour faire ces guerres. Guillaume III et Marie II deviennent rois en s'engageant de défendre un nouveau document, le Bill of Rights, la Déclaration des droits. Ainsi, en 1689, Guillaume III et Marie II deviennent rois et reines d'Angleterre en s'engageant de défendre un nouveau document, le Bill of Rights, la Déclaration des droits. Ce Bill of Rights, je vais vous demander de travail dessus pour mercredi. Donc vous avez un travail assez intéressant avec une approche d'historien où il s'agit de contextualiser et de comprendre les documents. C'est-à-dire que vous avez un travail sur une source primaire, ici le Bill of Rights, et vous avez aussi un article d'un historien contemporain, donc une source secondaire, qui vont vous permettre de répondre à une série de questions avec une démarche d'historien. Donc c'est un travail qui peut être intéressant pour savoir quelle est la démarche d'un historien pour comprendre un événement et un document fondateur très important qui, comme l'Habeas Corpus, constitue un des textes qui vont poser les premiers jalons des droits de l'individu, des droits du citoyen. Donc j'attends de vous la réalisation du travail de la page 201 pour mercredi. Et je vous conseille aussi, pour comprendre ce chapitre et de manière générale ce thème
qui est extrêmement politique et chronologique, de vous faire une frise chronologique pour bien vous repérer dans les événements, puisque effectivement on est dans un enseignement assez classique avec une chronologie très marquée et très importante. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon travail et à vous remercier pour votre attention.